Séquence 3, décrypter. Sujet 1, ce qui nous empêche d'agir à l'échelle de la société. Dans les séquences précédentes, nous avons vu les causes et les conséquences du changement climatique sur la nature. Nous avons également vu qu'il était urgent d'agir pour la nature, pour les sociétés humaines, pour notre génération, mais aussi les générations futures. Dans cette séquence, nous allons voir les freins qui nous empêchent d'agir et dans ce sujet, nous allons nous focaliser sur les freins sociétaux avec quelques pistes à explorer pour y répondre. Deux grands objectifs face au changement climatique. Lutter contre le changement climatique demande une transformation sociétale majeure. Pour ce faire, les États ont besoin d'assurer deux grands défis. Le défi d'atténuation aux effets du changement climatique et d'adaptation. En ce sens, la France s'est engagée, parmi d'autres États, suite à la COP 21, 21e conférence des Nations Unies sur le climat en 2015, à signer l'accord Paris-Climat, accord non contraignant mais engageant. En ce sens, la France s'est donc engagée à limiter le réchauffement climatique global à plus de 2 degrés, voire 1,5 degré. Les politiques actuelles d'atténuation des effets du changement climatique visent à limiter notre utilisation dans tous les secteurs d'activité des ressources des énergies fossiles. Pourquoi ? Ces énergies sont émettrices de gaz à effet de serre, gaz renforçant le réchauffement climatique. Complémentaire à l'atténuation, le deuxième défi à relever pour nos sociétés est le défi d'adaptation aux risques climatiques. Mais comment adapter nos usages, nos pratiques, notre agriculture ? Comment adapter l'aménagement de nos territoires de manière durable ? Cela demande de faire des projections sur les impacts potentiels sur la biodiversité de nos territoires, la nature, et les impacts sur les ressources naturelles qui sont liées à nos activités, l'eau, l'air, les sols. L'adaptation de notre société au changement climatique demande une prise en compte de la protection et de la préservation de la biodiversité en lien avec nos activités. Les impacts du changement climatique sont rapides, tellement rapides que les espèces ont du mal à s'adapter. Aussi, force est de constater que s'adapter au changement climatique va de pair avec la prise en compte de la biodiversité. Principaux freins à l'échelle de la société. Cependant, force est de constater que les politiques publiques traitent encore de ces enjeux d'adaptation, d'atténuation et de biodiversité de manière sectorisée. À aucun moment, la prise en compte est transversale au sein des institutions, ce qui est fondamentalement un des freins à l'efficacité de l'action climatique. Nous sommes au niveau des politiques publiques et des freins à l'action climatique. Un des freins est également la descente d'échelle, la prise en compte du niveau d'échelle et de la complexité des impacts du changement climatique. C'est pourquoi il n'existe pas une bonne solution territorialisées pour prendre en compte ces effets du changement climatique, mais bel et bien des solutions à des micro-échelles, qui prennent en compte ainsi la complexité de l'écosystème territorial, écosystème social, économique, environnemental, et la richesse des écosystèmes de biodiversité. La spécificité des écosystèmes à l'échelle des territoires rend d'autant plus complexe ces imbrications des effets du changement climatique. Les interrelations complexes, par exemple avec le cycle de l'eau et de l'azote, mais également la capacité des sols à capter ou non le carbone, la biodiversité mélangée dans tout ça, sont des conditions très complexes pour les élus de prendre des décisions dans un champ d'incertitude. Le défi à relever pour les territoires est bel et bien d'agir dans la complexité, de décider face à cette complexité et l'incertitude, et donc finalement pour les États et les collectivités d'oser prendre des risques, oser expérimenter à l'échelle des territoires pour décider comment agir, s'adapter et atténuer les changements climatiques. L'adaptation au changement climatique demande de prendre des décisions aujourd'hui pour des solutions qui auront des effets dans 20 à 30 ans. Par exemple, les plans de verdissement. Un plan de verdissement, c'est une décision politique, une stratégie territoriale qui permet de remettre la nature dans des espaces dénaturés de manière générale, permettant d'assurer un refroidissement, par exemple des îlots de chaleur dans les grandes villes, mais également des luttes contre les submersions ou les inondations. Donc, avec un plan de verdissement, comment s'assurer aujourd'hui que l'essence que nous allons choisir à l'heure actuelle, dans 20 à 30 ans, produira et répondra réellement à nos besoins alimentaires, et comment s'assurer que le sol, la qualité de l'air, la ressource en eau sera suffisante pour permettre à la plante choisie d'évoluer dans le temps. Un des autres freins que nous avons n'est pas le manque de solutions techniques, bien au contraire, le développement technique, scientifique et de l'innovation est en pointe. Cependant, un des freins que nous avons pour l'adaptation et l'atténuation au changement climatique est bel et bien un frein en lien avec le développement économique des territoires. Et un des meilleurs exemples est l'exemple des sports d'hiver en montagne. Aujourd'hui,
Comment s'assurer que l'on va continuer à pouvoir faire du ski, surtout en station de moyenne et basse montagne, lorsque les prévisions et les modèles climatiques nous annoncent de moins en moins de neige? La problématique est bien une problématique d'activité économique. Aussi, les régions mettent en place de plus en plus de plans pour que les stations et les régions avec des stations de ski repensent leur économie et leur offre touristique sur du tourisme 4 saisons. La prise en compte à l'échelle des territoires du changement climatique est bien liée à nos modes de consommation, d'activité et de développement économique. D'ailleurs, en parlant de mode de consommation, si on ramène à une échelle locale voire individuelle, cela représente bel et bien pour nous un défi de repenser nos usages et nos consommations quotidiennes de manière différente. Concilier lutte contre le changement climatique et protection de la nature dans les politiques publiques. La prise en compte du climat se fait donc par nos politiques publiques à différents niveaux d'échelle. On peut parler des plans climat, air, énergie territoriaux à l'échelle de l'intercommunalité. On peut parler des grands schémas régionaux évidemment aussi au-dessus. Mais si on descend en infra, les politiques d'aménagement sont peut-être les politiques qui ont ou qui auraient le plus d'impact sur les enjeux d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et de prise en compte de la biodiversité. Pour exemple, un SCOT, mais plus particulièrement, et qui est contraignant, un PLU, un plan local d'urbanisme. Un plan local d'urbanisme permet d'intégrer les enjeux d'habitabilité du territoire, de résilience face aux impacts du changement climatique, d'intégrer les habitus et les usages des habitants dans la planification territoriale et de prendre en compte, bien évidemment, la préservation et la protection de la biodiversité. Par exemple, la plupart des villes ont des stratégies de verdissement, de reverdissement. Historiquement, les trames vertes et bleues sont inscrites dans les plans locaux d'urbanisme, soit sont renforcées par les politiques publiques, créées ou réaménagées pour répondre à des enjeux notamment de canicule, de rafraîchissement donc des cœurs de ville et de création de nouveaux habitats pour les espèces. Si nous prenons quelques exemples, la ville de Paris, par exemple, historiquement, a toujours lié sa politique de verdissement, de renaturalisation des cœurs de ville avec ses politiques d'aménagement du territoire. Autre exemple, la ville de Nantes a interdit la construction sur les berges de la Loire et cette interdiction a constitué une zone naturelle qui a été inscrite dans le plan local d'urbanisme. Ce qui permet de suivre l'évolution de cette zone, d'avoir des indicateurs d'efficacité de cette politique publique climatique et de biodiversité. Cet aménagement, par exemple à Nantes, permet à des espèces de venir dans de nouveaux habitats, permet également de lutter contre des effets du changement climatique tels que la canicule, mais également de préserver la ville d'éventuelles crues liées toujours à l'évolution du climat. Enfin, la transition vers un modèle de société moins consommateur d'espace et de ressources naturelles se fait par des prises de décision à l'échelle de zones, comme on a pu voir avec l'exemple des zones naturelles à Nantes. Prendre en compte un territoire avec des zones et des décisions, c'est ne pas prendre en compte les externalités négatives, environnementales, sociales, économiques de ces décisions. C'est donc prendre en compte que la société est homogène. Or, force est de constater que ce n'est pas le cas. Et c'est là l'explication que va nous donner Valérie Deldrève, sociologue à l'INRAE. Interview. Quels sont les freins à l'efficacité des politiques de protection de la nature et de lutte contre le changement climatique ? La protection de la nature, la lutte contre le changement climatique sont peu envisagées au prisme de la justice environnementale, c'est-à-dire en alliant préoccupations écologiques et sociales. Pourtant, il est démontré que les populations socialement vulnérables souffrent le plus des maux environnementaux, ont moins accès aux ressources naturelles, bénéficient le moins des effets des politiques environnementales. Elles ont également un moindre impact écologique et pourtant supportent davantage l'effort environnemental, qu'il soit monétaire, restriction ou interdiction d'accès par exemple. Cette répartition inéquitable de l'effort environnemental pose des questions éthiques, génère des sentiments d'injustice et nuit à l'efficacité des politiques. Oui, nos travaux montrent que l'effort environnemental demandé aux usagers des parcs nationaux est rarement proportionnel à leur impact. Il se définit alors à l'aune des asymétries de pouvoir, des inégalités de revenus et de reconnaissance. Ainsi, la lutte pour préserver l'endémisme à La Réunion conduit à davantage délégitimer les connaissances et usages populaires créoles. Autre exemple, aux portes de Marseille, la régulation de l'hyperfréquentation dans les calanques se confond parfois avec la stigmatisation des usagers au niveau de vie plus modeste qui, fréquentant mal la nature, mériteraient moins d'y accéder. Comment intégrer les citoyens dans l'élaboration des solutions ? La lutte contre le changement climatique et la préservation de la nature passe également par des mobilisations citoyennes.
et par la capacité des pouvoirs publics à prendre en compte ces initiatives. Alors, la réforme des parcs nationaux de 2006 s'emploie à les rendre plus participatifs et consacre la reconnaissance des usagers locaux traditionnels. Cependant, nos travaux montrent que seuls certains collectifs ont les ressources sociales, culturelles nécessaires à cette reconnaissance et peuvent ainsi peser sur la politique de conservation. Quelques petits collectifs, créoles à La Réunion ou issus des quartiers populaires à Marseille, tentent cependant de se saisir des parcs pour, en contrepoids, faire reconnaître les liens méconnus qu'ils ont avec la nature et leur manière de la protéger. Éléments à retenir. Pour lutter contre le changement climatique, 2 grands objectifs doivent être pris en même temps: atténuation et adaptation. Les freins pour l'action climatique, quelques freins sont des politiques publiques qui traitent le climat et la biodiversité séparément, la diversité et la complexité des effets du changement climatique. Il n'y a donc pas une solution globale, mais bel et bien des solutions à l'échelle territoriale. Des freins également économiques, liés aux habitudes et aux préférences de consommation. Enfin, un des derniers points est de ne pas considérer la diversité de la société dans la prise de décision, ce qui renforce un sentiment d'injustice et d'inéquité. Quels sont les leviers de ces freins? Des politiques territorialisées et la prise en compte des mobilisations et des expertises citoyennes. Ces freins peuvent être levés. Vous êtes élu, par exemple, vous pouvez mener au sein de vos collectivités, de vos territoires, des politiques à vos échelles locales, territorialisées. Vous êtes citoyen, habitant, associatif, vous pouvez participer à de fortes mobilisations et ancrer vos expertises, d'ailleurs, dans ces politiques publiques territoriales.